L'histoire que je vais vous raconter, elle est folle. Ce qui rend aussi cette histoire encore plus folle et encore plus flippante, c'est qu'elle a eu lieu en 2019, il n'y a vraiment pas longtemps. Derrière le conflit d'une mère et sa fille que je vais vous raconter aujourd'hui, se cache l'un des meurtres les plus choquants et barbares qui pourrait même faire passer Dexter pour un agneau. Tout commence dans une charmante petite maison vers Sydney, en Australie, en plein été. Rita, divorcée de son mari depuis quelques années, a 2 filles, Christy et Jessica. Mais vit ici avec sa fille Jessica, dont elle est très proche. Justement, cette dernière, âgée de 25 ans, est plutôt une fille solitaire et considère sa mère comme sa meilleure amie. Elles sont tout le temps fourrées ensemble, mais vous allez voir que leur relation fusionnelle va vite tourner au cauchemar. Depuis que son ex-mari est parti, Rita voit que Jessica est de plus en plus rebelle. Jessica pique souvent de grosses colères, s'enferme dans sa chambre pour regarder des films d'horreur et insulte parfois même sa mère. Il arrive même que les voisins entendent les cris qui proviennent de la maison. En fait, Jessica, elle était toujours dans la provocation. Quand elle était ado, elle s'amusait à menacer les membres de sa famille ou elle appelait des inconnus au hasard et leur disait qu'elle allait juste les démembrer ou les planter avec un couteau. Alors oui, on n'a pas tous eu les mêmes passe-temps étant petits. Au début, tout le monde prenait ça à la rigolade, mais comme ça a duré un bon bout de temps, ses parents ont fini par la faire interner dans un hôpital psychiatrique. Quand elle est revenue, au bout de quelques semaines, elle n'était pas du tout soignée. Elle a repris ses crises de colère et était toujours aussi irrespectueuse avec Rita. Mais Rita ne voulait pas la replacer en hôpital psychiatrique. Jessica lui a confié qu'elle avait été super malheureuse et qu'elle préférait tuer quelqu'un plutôt que de retourner dans cet endroit aussi glauque. Du coup, comme toutes les mères ultra protectrices, Rita s'est mise à culpabiliser à mort et a préféré fermer les yeux sur le comportement de sa fille. Mais ses proches n'arrêtaient pas de lui dire qu'il y avait un truc qui clochait chez Jessica et qu'il fallait absolument qu'elle revoie un médecin. Tout le monde avait peur d'elle. Mais Rita était dans le déni total. Elle était persuadée que sa fille ne ferait pas de mal à une mouche. C'était vraiment inutile de dire du mal de Jessica à Rita, elle ne voulait rien entendre. Mais un jour, quand même, Rita finit par se dire que c'était pas normal que sa fille regarde en boucle des films d'horreur hyper trash et des vidéos de gens qui se font démembrer. Comme Jessica passe ses jours et ses nuits à développer une obsession malsaine pour ce genre de contenu, Rita pense que sa fille est possédée par un démon. Elle se renseigne sur internet et trouve un médium qui pratique l'exorcisme. Rita est désespérée, elle veut tout tenter pour sauver son enfant. Donc sans hésiter, elle envoie des milliers d'euros à cette personne pour qu'il vienne chez eux. Vous voyez où je veux en venir? Ce mec, c'était une véritable arnaque, il n'est jamais venu et Rita n'a jamais revu la couleur de son argent. Elle se tourne alors vers des médecines parallèles pour tenter de trouver des solutions. Mais là encore, Rita se sent délaissée et personne ne la prend vraiment au sérieux. De son côté, Jessica se surpasse. Elle appelle des numéros au hasard et les harcèle en continu. Elle raconte d'abord aux inconnus comment elle va les massacrer, puis elle les rappelle parfois toute la nuit pour leur dire qu'elle espère qu'ils vont mourir d'un cancer très douloureux. Un jour, elle appelle même une dame 30 fois de suite qui finira justement par porter plainte. Jessica est alors convoquée au commissariat. Un policier lui explique que si elle continue à importuner les gens, elle sera traînée en justice. Pendant cette confrontation, Jessica est très calme et personne ne se doute de ce qu'il va se passer. De retour à la maison, Jessica retrouve sa mère et son neveu de 4 ans qui est là pour le week-end. Le soir, après le dîner, une violente dispute éclate. Mais cette fois, elle sera fatale. Les voisins entendent des cris horribles et décident d'appeler la police. Et personne ne s'attendait à voir un tel carnage. Lorsque la police débarque, Rita est retrouvée morte dans un bain de sang. Enfin, plutôt son corps, car sa tête n'est plus là. Elle a reçu plus de 100 coups de couteau. Jessica leur explique immédiatement qu'il s'agit de légitime défense et que sa mère a commencé à la menacer avec un couteau après l'avoir traînée par les cheveux et frappée. Mais personne ne va la croire. Il faut dire que Rita n'a plus de tête. Jessica lui a entaillé toute la gorge et lui a coupé le nez qui se trouve quelques mètres plus loin dans la cuisine, à côté de ses yeux qu'elle a également arrachés. La langue de Rita aussi se retrouve sous le réfrigérateur. C'était une scène d'horreur. Et lorsque la police
pas fini, interroge les voisins, elle apprend que Jessica a sonné chez le couple d'à côté pour leur montrer la tête décapitée de Rita. Elle l'a ensuite jetée dans le jardin et s'est précipitée chez elle pour appeler les urgences. Elle leur a expliqué qu'elle l'avait poignardée sans pouvoir s'arrêter et qu'elle avait coupé sa tête, mais que c'était vraiment de la légitime défense. Au total, Jessica a utilisé plus d'une dizaine de couteaux pour mutiler sa mère. Des couteaux à pain, des couteaux à beurre, des couteaux à viande. On aurait dit que Jessica avait utilisé tout ce qui lui passait sous la main. La police est totalement choquée par la gravité de la situation et Jessica, quant à elle, déboussolée, n'arrête pas de demander aux autorités si on peut ramener sa mère à la vie et si on a bien retrouvé sa tête pour la lui remettre sur les épaules. Elle répète en boucle que les médecins peuvent toujours faire des miracles avec la chirurgie de nos jours. Mais la police ne croit pas une seule seconde à ce petit numéro et lui passe les menottes. Une fois que Jessica quitte les lieux, l'inspecteur de police examine la maison et on imagine qu'il a dû avoir le cœur bien accroché car tout ce qu'il va découvrir, c'est vraiment très flippant. Dans le salon, il trouve le petit-fils de Rita, caché dans un coin et dans un état de choc. Le pauvre, du haut de ses 4 ans, il a assisté à une scène d'une violence inouïe. Il a du sang sur lui et est envoyé immédiatement à l'hôpital pour enfants de la ville voisine pour être pris en charge. Heureusement, il a juste une petite plaie superficielle à la tête, mais il ne sera plus jamais le même petit garçon psychologiquement. Dans une chambre à l'étage, l'inspecteur retrouve aussi des cheveux imbibés de sang, des tissus humains, des mares de vomi, des empreintes de pas imbibées de sang. C'est un véritable carnage. Les voisins étaient traumatisés eux aussi. Personne ne peut imaginer une telle violence. Surtout que la mère et la fille traînaient toujours ensemble, elles semblaient très complices. Le procès en plus a été très compliqué. Beaucoup de juges ont refusé de se charger de cette affaire qui a choqué tout le pays. Pendant sa première audition, Jessica semblait toujours dans le déni car elle a redemandé si sa mère pouvait être ramenée à la vie. Elle a expliqué que sa mère avait tenté de la poignarder et qu'elle n'a fait que se défendre. Elle a ajouté qu'elle avait une rage incontrôlée et qu'elle ne voulait pas la tuer. Jessica a également expliqué que sa mère la battait régulièrement. Sa sœur, Christy, a tout de suite nié cette information. Elle a expliqué qu'au contraire, sa mère était d'une patience impressionnante avec sa sœur. Christy a ajouté que Jessica avait toujours eu un sale caractère et qu'elle était parfois ingérable. C'est un comportement qui lui avait valu d'ailleurs de nombreux problèmes quand elle était petite. À l'époque, à l'école, elle s'est fait harceler pendant des années par ses camarades de classe. Et lorsque leur père est parti de la maison, les choses ont vraiment empiré. Jessica a très mal vécu le divorce de ses parents et c'est à partir de là qu'elle est devenue violente. Des médecins ont examiné Jessica et ont décrété qu'elle souffrait de bipolarité, d'anxiété sévère et de paranoïa extrême. Petite, elle avait déjà été diagnostiquée d'un trouble déficitaire de l'attention, ainsi que d'un trouble du spectre autistique. 2 psychiatres ont confirmé que Jessica souffrait de troubles mentaux multiples qui l'avaient poussée à tuer alors qu'elle n'était plus elle-même. Un autre médecin n'était pas du tout d'accord avec cette version qui plaide la folie. Pour lui, Jessica a appris à cibler son agressivité pour se venger presque exclusivement sur les femmes à cause de son lourd passif à l'école. Il est persuadé que Jessica avait planifié de décapiter sa mère dès que la dispute a éclaté. Pour lui, il est évident que Jessica n'a fait que réaliser un de ses fantasmes longtemps enfuis. Elle avait une fascination morbide pour la mort, le démembrement et la décapitation. Il a insisté sur le fait qu'il était persuadé que ses implorations pour recoudre la tête de sa mère et faire redémarrer le cœur de sa mère, c'était de la pure comédie. Au final, Jessica a donc été jugée d'homicide involontaire à cause de son état psychologique. Si elle échappe à une très lourde condamnation, il aura tout de même fallu une délibération de 2 jours et un long procès d'1 semaine pour prendre cette décision. Récemment, on a appris qu'elle a été condamnée à 21 ans et 7 mois de prison. Alors à votre avis, est-ce que Jessica a manipulé l'audience, n'était pas sincère en voulant voir revenir sa mère à la vie? Certains pensent qu'elle a tout inventé. D'autres pensent qu'elle a vraiment perdu le contrôle, guidée par ses pulsions meurtrières.